Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette légende amérindienne. Face à un immense incendie, un colibri fait sa part à coups de gouttes d'eau. Faire sa part face au dérèglement climatique et à l'effondrement de la biodiversité, c'est justement ce que font les personnes que nous allons vous faire découvrir dans cette émission. Suivez-moi, je vous emmène à la rencontre de notre colibri du jour. Jean-Martin. Bonjour François. Alors tu es un des occupants de cet habitat groupé écologique ici à Bézitis, ça s'appelle le Zest. Et tu es aussi, je pense, à l'origine du projet. Quelle était l'envie, quel était le but au début? Ouh là là, on était bruxellois à l'époque avec la petite famille et on se sentait effectivement un peu à l'étroit dans l'appartement et on avait envie de nature. Mais on n'avait pas envie de se retrouver tout seul, on voulait garder un peu quelque chose de la ville qui était d'être ensemble. En communauté. Voilà, sans que ce soit non plus tout le monde partage la cuisine, hein, mais voilà, on avait effectivement envie de sentiment d'être ensemble. Alors évidemment, ça a pris beaucoup de temps, surtout pour trouver les gens, les énergies aussi, rassembler les envies finalement et des profils qui cherchaient la même chose. Oui, effectivement, donc c'est un processus qui prend son temps, qui doit prendre son temps, trouver les bonnes personnes, donc réfléchir ensemble, tiens, pourquoi est-ce qu'on fait ça, quel est l'objectif, quelles sont nos envies. Puis on se réunit, il y a des gens qui viennent, qui s'intéressent, puis qui partent pour diverses bonnes raisons, c'est pas le moment, c'est pas l'endroit et toutes ces choses-là. Et puis après, il y a la recherche du terrain, et ça on sait que c'est compliqué évidemment, mais vous avez trouvé un chouette lieu ici à Bézitis. Oui, disons que c'est vrai que c'est aussi une chance, c'est que c'est des biens qui sont un peu moins recherchés, puisqu'on va rechercher pour quatre familles en même temps. Donc il y a cette opportunité qui se présente et on a sauté dessus effectivement. Et donc il y a combien de maisons ici? Je pense qu'il y a un certain nombre d'habitants à l'origine, et puis il y en a qui se sont rajoutés par la suite. Donc effectivement, on a construit les 4 maisons que vous voyez ici en un coup, et puis de fil en aiguille, la voisine partait, elle revendait, elle nous a dit tiens, est-ce que ça vous intéresse qu'on vende ça à quelqu'un qui pourrait faire partie du projet? On a dit bingo, et on a trouvé effectivement un 5e couple, donc on est 5 maintenant. Alors il y a une dimension écologique forte évidemment avec votre projet. L'autre partie importante du projet, c'est aussi d'autoconstruire. Je pense qu'il y a un très fort pourcentage que vous avez fait vous-même. Vous avez mis la main à la pâte. Oui, effectivement. Donc une fois que le gros œuvre était fini, hein, on n'a quand même pas monté les murs. Une fois que le gros œuvre était fini, la plupart des entités ont autoconstruit une bonne partie, effectivement pour maîtriser un peu les coûts. Et donc voilà, mais aussi c'était un plaisir pour certains de mettre la main à la pâte. Oui. Alors on va s'intéresser à la dimension écologique du lieu, et pour ça on va rentrer à l'intérieur, il fait un peu froid. Je propose qu'on aille se réchauffer. Ça marche? Allez. Martin, ce qui frappe directement quand on rentre dans ta maison, c'est l'aspect chaleureux qui s'en dégage. Ça, c'est dû notamment à ces murs qui sont composés de quoi? Effectivement, c'est des murs, c'est une structure bois qui est isolée en paille. Donc, il y a un ballot de paille entier dedans, c'est 40 cm. Ouais, donc c'est épais. Donc c'est super épais et effectivement ça tient bien chaud, donc le mur n'est pas froid. C'est une première chose. Et puis il y a ce revêtement qui est en argile. Donc en fait en dessous de ça il y a encore 4 cm de béton d'argile. Donc à la paille il y a 4 cm de béton d'argile. C'est un argile un peu grossier, quoi, et puis il y a cette finition qui est faite par après. Qui donne effectivement, qui fait que même ici à 19, on sent pas qu'il fait froid, on sent pas une chaleur, quoi. Donc on peut être un petit peu en dessous des 21 qui sont en général nécessaires pour se sentir bien, quoi. Ouais, et la conséquence de ça, c'est que pour chauffer, en fait, c'est très facile. Tout se passe avec le poêle qui est là derrière toi. C'est un poêle un peu particulier, en fait, c'est ça? Oui, déjà, c'est le seul vrai chauffage de la maison. Donc dans les 4 maisons ici, c'est la seule source de chaleur. Ici, celui-ci, la particularité qui chauffe de l'eau. Là derrière, il y a un échangeur de chaleur. Ah oui. Donc l'eau est envoyée dans un ballon d'eau chaude qui ensuite va servir à alimenter la douche. Et le petit ventilo-convecteur qui est là-bas qui me permet de casser le froid le matin dans la cuisine sans devoir faire un feu, quoi. Mais voilà, on en est sur 2 stères, allez, 3 stères Donc on à l'année. consomme presque rien. Ouais, presque rien.
Vous avez mis d'autres choses en place aussi au niveau de l'habitat groupé pour être plus respectueux au niveau écologique? Au niveau de l'habitat groupé, je dirais, bon, il y a toute la manière de gérer l'environnement qu'il y a ici et la petite forêt, hein, Ouais. mais sinon, c'est plus, c'est effectivement dans toutes ces maisons qui sont vraiment construites de façon à être la plus respectueuse possible, une maison semi-légère. Il y a les panneaux photovoltaïques aussi Ah, pour effectivement, l'électricité. donc on a Ouais. mis les panneaux photovoltaïques et les panneaux thermiques, on a une citerne à eau de pluie, on a un lagunage. Il y a la toilette sèche. Il y a la toilette sèche, effectivement, qu'on a tous choisi ici. On a une toilette sèche en bas, une toilette à eau en haut, parce qu'on ne se voyait pas trop bien descendre avec le seau rempli. Donc voilà. Ouais, parce qu'on sait évidemment qu'avec la crise climatique, c'est important de changer nos habitudes, nos façons d'habiter comme vous l'avez fait aussi. Et ça, justement, je vais aller en parler avec Jonas Moorman, qui est de l'ASBL Eco-Conso. On va voir s'il y a beaucoup de gens qui suivent aussi votre exemple. Jonas, explique-nous un petit peu ce qu'on entend tout d'abord par éco-construction et éco-rénovation. Alors l'éco-construction, en fait, c'est une démarche globale qui vise à minimiser l'impact des bâtiments sur l'environnement et sur la santé. L'éco-rénovation, ça va être ce même principe, mais quand on fait une grosse rénovation, évidemment. Ouais. Et donc c'est à la fois sur l'utilisation des énergies, de l'eau, des matériaux, et même de la situation, comment on utilise le terrain, comment on oriente le bâtiment. Donc c'est vraiment mettre en place des stratégies pour minimiser l'impact. Est-ce qu'on construit et rénove beaucoup de façon écologique en Belgique? Alors de plus en plus, ouais. Il y a une tendance à la hausse? Oui, il y a quand même une tendance à la hausse. Par exemple, si on prend les isolants biosourcés, c'est-à-dire qui viennent de sources animales ou végétales, on voit qu'il y a une augmentation de 10% par an. Donc c'est quand même considérable, c'est plus que d'autres isolants. Est-ce qu'il y a encore des difficultés pour les porteurs de projets dans ce genre de démarche? Est-ce que peut-être ce sont des matériaux qui sont un peu plus chers, moins proposés aussi? Clairement, c'est effectivement plus cher parce que généralement les quantités produites sont plus petites et donc il y a un surcoût mais qui par exemple au niveau des isolants peut être en partie compensé par des surprimes. Donc en Wallonie, il y a une surprime de 25% pour des produits biosourcés, donc il y a une liste qui est établie. Il y a aussi un label biosourcé qui existe et donc ça permet un peu de compenser, mais c'est vrai qu'à la base c'est plus cher. Alors il y a aussi moyen de diminuer ses coûts, par exemple, en faisant un peu d'autoconstruction, comme ici, en mettant la main à la pâte. Ça, c'est clair que ça permet des économies. Mais donc, c'est un des freins, c'est effectivement le coût qui est plus important. Oui, mais sur le long terme, évidemment, il y a des avantages pour les porteurs de projets et surtout les avantages, ils sont sociétaux, bien sûr. Clairement. Alors, il y a les avantages environnementaux parce que les impacts vont être vraiment diminués tout au long du cycle de vie et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et aussi sur la santé des occupants. Et ça, c'est vraiment le gain, on va dire, cash des personnes qui font ce choix-là. C'est qu'ils vont habiter pendant des années dans une maison qui va être beaucoup moins nocive pour leur santé, sachant qu'avec des matériaux classiques, on va avoir des problèmes d'émission de certains composés chimiques. On va avoir certaines fibres qui peuvent être libérées. Et donc, on va dire que ça a un effet sur la santé un peu à long terme comme ça, qu'on peut éviter avec des matériaux naturels. Ouais, on sait évidemment tout le poids que représente l'habitat pour la société, son impact sur l'environnement aussi, évidemment. Et ça, c'est une question qu'on va continuer à creuser avec Florentin. Florentin, je pense que tu vas t'intéresser à ça, justement, le coût carbone de l'habitat pour nous. De sa construction à son occupation, une maison passive produit-elle moins de gaz à effet de serre qu'une autre habitation? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre ensemble. Suivez-moi. C'est certainement plus intéressant au point de vue écologique, mais j'ai acheté une vieille maison qui date du 19e siècle. Et la rendre passive, c'est un budget qui est colossal. Je suppose que si on arrive à avoir des matériaux très efficients qui permettent d'être utilisés longtemps et d'économiser beaucoup d'énergie, alors là on arrive à quelque chose de positif. Est-ce que vous habitez une maison passive? Je ne sais pas ce que c'est. J'aimerais bien habiter une maison passive. Qu'est-ce qui vous en empêche alors? Il faut construire déjà une maison passive. Je ne pense pas que ça se rénove. Et donc du coup, c'est un grand investissement. J'ai quand même l'impression du côté de maisons en bois ou autre que ça reste quand même bon, mais je ne suis pas sûr de moi. Je pense que c'est un peu comme les voitures électriques et tout ça, toute Tesla.
la matière première, elle coûte cher et c'est des trucs qui polluent. Pas si facile de trouver une réponse claire à cette question, mais on le voit, c'est un sujet qui nous concerne tous. Pour tenter d'éclairer notre lanterne, allons voir un expert du Bureau d'architecture et climat de l'UC Louvain. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Les émissions de gaz à effet de serre d'une maison passive sont-elles réellement inférieures à celles d'une maison ordinaire si on tient compte de sa fabrication et de sa consommation énergétique sur le long terme? Eh bien, ça dépend comment vous construisez votre maison passive. Au niveau de la consommation d'énergie, une maison passive demandera aujourd'hui 2 ou 3 fois moins qu'une maison construite selon les normes en vigueur. Mais pour atteindre ce résultat-là, il faut mettre en œuvre plus de matière, plus d'isolant, plus de membranes, plus de métal dans le système de ventilation par exemple. Cette matière en plus, nécessairement, a un impact environnemental. Et donc il faut faire attention à ne pas perdre d'un côté ce qu'on gagne de l'autre. Les recommandations qu'on peut faire aujourd'hui, en fait, sont de 2 natures. Premièrement, essayer de construire plus petit pour mettre en œuvre moins de matière par mètre carré habitable. Et deuxièmement, choisir les bons matériaux. Pour simplifier la démarche à suivre, on pourrait faire le parallèle avec l'alimentation. Construisons local, des matériaux qui sont produits à proximité du chantier, et construisons peu transformés. Et donc là, il y a en particulier toute l'architecture basée sur des matériaux d'origine végétale, le bois, la cellulose, la paille, et ainsi de suite, qui sortent gagnantes des comparaisons. Merci Geoffrey pour votre éclairage. De rien. Martin, on se retrouve ici pour boire un coup, mais aussi pour parler des aspects communautaires de votre projet. On est dans la salle commune, donc c'est un endroit collectif. Effectivement, et aussi polyvalent que possible. Donc on l'a voulu sans aucun mur et il se transforme de salle de réunion en salle de fête, en salle de goûter, qui soit prévue, improvisée, qui soit pour tout le monde parce qu'on a décidé de faire quelque chose tous ensemble, ou bien une sorte d'extension pour quand il y a des fêtes familiales, ce qui permet aussi de garder des maisons un peu plus petites. Ouais. Et de profiter de grands espaces qui sont communs. Et donc il y a pas mal d'activités que vous organisez en commun régulièrement? Bah oui, que ce soit des ciné-forums ou des fêtes de quartier, des fêtes avec nos amis de plus loin, de partout. Improvisé, il y a le four à pizza, il y a qu'on a construit nous-mêmes aussi. Voilà. Donc on essaie de faire vivre ça de façon aussi conviviale que possible. Et puis il y a des chantiers collaboratifs aussi qui sont organisés régulièrement. Je pense que justement c'est là que toute la force du collectif se distingue. On met les forces et les compétences de chacun au service de l'intelligence collective. Oui, effectivement. Donc il y a cette idée déjà une fois par mois, on se retrouve et on utilise la journée tous ensemble pour améliorer l'environnement ici. Et donc, déjà, c'est gai de ne pas être tout seul à balayer son trottoir. Il y a une sorte d'émulsion, c'est toujours un chouette moment, en fait. Et puis, il y a effectivement le fait que chacun n'est pas doué pour la même chose. Donc, on a un menuisier qui est dans le groupe, on a des gens qui sont plutôt orientés sur le potager, des gens qui... voilà. Donc, c'est chacun, il met un petit peu du sien, aussi en fonction de l'énergie du moment. C'est très gai de se complémenter comme ça. Et tous ces bienfaits, on les voit aussi au niveau des enfants qui habitent ici, et je pense qu'il y en a quand même pas mal. Ouais, maintenant ils vont être plus nombreux que nous, donc ils vont être une douzaine, je tiens même plus le compte moi personnellement, mais ils sont plus nombreux que nous maintenant, et évidemment ils s'éclatent. Au début, quand on faisait ces fameuses journées chantier, on devait s'en occuper. Maintenant, on s'en occupe plus du tout. C'est plus trop où ils sont. Ils sont dans une maison, ils sont dans la plaine de jeu, ils sont dans la forêt quelque part. Et voir, ils donnent un coup de main pour ramasser les feuilles, pour brûler les branches. Merci beaucoup, Martin, de nous avoir présenté votre projet. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. On espère que vous avez apprécié ce premier numéro des Colibris. On se retrouve dans un mois pour aller à la rencontre d'autres personnes. D'ici là, n'hésitez pas, vous aussi, comme le colibri, à faire votre part.